Good morning, good afternoon, and good evening to all you delegates taking part in this working group 2 colloquium on possible future work in dispute settlement. Donc, nous sommes à la 7e séance de ce colloque et nous travaillons sur le document projet de disposition pour le règlement des différends liés aux technologies. Hier, nous avons eu des discussions animées sur les éléments qui pourraient contribuer à définir la portée du travail sur le règlement des différends liés aux technologies. Et nous allons poursuivre la discussion. Nous allons nous pencher sur 2 autres projets de disposition ce matin et 3 autres dispositions cet après-midi. Je vais donner la parole à mon collègue Jay qui va modérer la discussion. Je lui passe la parole. Merci Anna. Comme vous venez de l'indiquer, nous allons d'abord nous pencher sur les différents délais à appliquer au règlement des différends liés aux technologies, projet de disposition 4 et 9. Dans nos commentaires, il y a une question qui a été posée, qui était impliquée, qui était de savoir quel délai à fixer dans un calendrier plus serré pour la communication des documents. Est-ce qu'un délai de 6 mois pour rendre la sentence arbitrale pourrait être appliquée dans ce contexte? J'aimerais donner la parole aux 3 experts qui ont participé à la rédaction de ces projets de proposition 4 et 9, Gilad, Racheli et Tilman. J'espère que vous êtes en ligne. Est-ce que vous pouvez lever la main pour que nous puissions vous donner la parole? Yes, Tilman, could you please take the floor? Termine, je vous donne la parole. Tilman, you have the floor. Tilman, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs les représentants, c'est un grand honneur et un grand plaisir de participer à ce colloque. Et j'aimerais remercier la CNUTSI de m'avoir invité à m'exprimer aujourd'hui. Même si je ne suis pas physiquement présent à New York, malheureusement, avec mes collègues et amis, le docteur Gilad Weichselman et la doctoresse Racheli Pryor-Ashman, nous allons nous pencher sur la question des délais dans ce document consacré au projet de disposition pour le règlement des différends liés aux technologies. La définition du paragraphe 1 est inclusive et comme on voit dans le paragraphe 2, cette disposition couvrirait une vaste palette de différends. L'interprète signale que la qualité du son est insuffisante pour assurer une interprétation fidèle et complète. Je passe maintenant à la question des délais. Les projets de disposition prévoient des délais très courts. La conférence de gestion d'instance, la première, doit se tenir le plus tôt possible. Et tous les suppléments à la demande d'arbitrage doivent être déposés d'ici 5 jours et les réponses aux suppléments 5 jours supplémentaires. En vertu de la disposition 9, l'arbitre a 20 jours pour rendre sa sentence à partir de la constitution du tribunal. Si
la sentence est rendue uniquement sur la base des pièces écrites, et 40 jours si ce n'est pas le cas. Il est possible d'étendre ce délai avec un maximum cependant de 60 jours. Enfin, le projet de disposition 9 prévoit également un mécanisme de sanction au cas où l'arbitre rendrait sa sentence plus tard. Ce dispositif est beaucoup plus strict que la majorité des règles qui régissent l'arbitrage. En général, les lois sur l'arbitrage ne prévoient pas de délai préétabli pour les différentes étapes de la procédure, à moins que les parties ne se soient mises d'accord directement ou par voie de référence aux règles sur l'arbitrage. En général, cette question est laissée à la discrétion du tribunal arbitral. Les institutions arbitrales, de plus en plus, intègrent des délais dans leurs règles standards. La CCI a fixé un délai maximum de 6 mois pour rendre une sentence arbitrale à partir de la définition du mandat. Le but de cette disposition à l'époque était d'assurer le caractère exécutoire de la sentence dans certains ordres juridiques plutôt que de renforcer la rapidité des procédures. Beaucoup d'institutions ont depuis ajouté des délais afin d'accélérer les procédures. L'institution de désignation pour les institutions de désignation ont pour certaines récemment révisé leurs règles qui fixent maintenant des délais maximum pour rendre la sentence, délai qui court en général à partir de la dernière communication de documents. Au cours des 20 dernières années, la durée et le coût des sentences arbitrales a poussé beaucoup d'utilisateurs à considérer que cette procédure était désavantageuse. La CNUTSI a récemment adopté son règlement sur l'arbitrage accéléré. Certaines de ces règles s'appliquent par défaut. Comme par exemple dans le règlement de la CCI qui prévoit des dispositions par défaut. D'autres règles exigent que les parties les acceptent expressément. Du point de vue des affaires, mais également du point de vue judiciaire, la rapidité de la procédure est essentielle. Les technologies se développent tellement rapidement que si une décision de justice n'est pas prise suffisamment rapidement, le retard de justice équivaut à un déni de justice. Les start-up, les entreprises du domaine des technologies cherchent un règlement rapide et considèrent que l'arbitrage, sous sa forme standard, n'est pas un mécanisme suffisamment souple et essayent donc souvent de l'éviter. Dans le secteur des technologies de pointe, les différends peuvent être très complexes, les enjeux très importants. Ces différends, souvent, ne sont pas très adaptés pour l'arbitrage accéléré car ces différends nécessitent une phase de recueil de preuves prolongée. Dans ces cas-là, l'expérience, la compétence des arbitres peut être beaucoup plus importante que la rapidité de la procédure. Appliquer des délais trop rigoureux à ce type de procédure risque de créer de l'inefficacité et de la frustration chez les utilisateurs plutôt que d'améliorer la situation présente. Il faut donc s'abstenir d'imposer un modèle unique dans le domaine des différends relatifs aux technologies de pointe. Cela m'amène à la question de savoir comment identifier et appliquer les délais appropriés à chaque affaire.
En principe, il faut donner la priorité à ce que préfèrent les parties. Ce sont les parties qui connaissent le mieux les détails de l'affaire et qui sont donc les mieux placées pour déterminer si la rapidité de la procédure prime sur les autres aspects. Quand les parties n'ont pas pris de disposition en matière de délai, ceux-ci doivent être déterminés en fonction des règles applicables. Si les règles ne prévoient pas de délai préétabli, ceux-ci doivent être fixés par le tribunal arbitral ou par l'institution arbitrale. Lorsque les parties ne sont plus d'accord, une fois que le différend est apparu, il est bon de disposer de règles ou au moins d'orientations sur les délais pour que l'arbitre puisse les appliquer à l'affaire. Après le premier cycle de communication, avant la conférence de gestion d'instance ou même avant la constitution du tribunal, l'instance d'arbitrage peut catégoriser les informations disponibles sur l'affaire et, forte de ce travail, peut décider de confier le différend à un arbitre qui appliquera un des 3 jeux de règles existants. Il peut s'agir du règlement d'arbitrage de la CNUTSI, du règlement sur l'arbitrage accéléré de la CNUTSI. Ou si la vitesse est essentielle, un mécanisme encore plus accéléré comme celui que nous avons proposé ici pour les technologies de pointe. Si, pendant l'arbitrage, on constate que les délais sont inappropriés, le tribunal arbitraire pourrait changer ces délais après consultation avec les parties. Voilà ce que j'avais à dire sur ces propositions. Je vais maintenant donner la parole à mes collègues Gilad et Racheli. Merci, Tamine. Nous allons voir si les 2 autres experts sont connectés. Nous ne les voyons pas à l'écran, mais si vous êtes là, levez la main pour que je puisse vous donner la parole. En attendant, j'aimerais vous donner la parole sur les projets de disposition 4 et 9. Ce que Timan essaie de nous dire, c'est qu'il y a des règles par défaut qui peuvent être utilisées par les parties au cas où les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur un ensemble de délais à appliquer à la procédure. Il a dit par exemple que l'autorité de désignation pourrait jouer un rôle dans le choix des délais applicables à une affaire donnée. Il a également mis en exergue que le tribunal arbitral pourrait changer le calendrier au cas où le calendrier décidé par les parties, voire par l'autorité de désignation, n'était pas approprié pour l'affaire. En attendant que les experts se connectent, je voudrais donner la parole à la Suisse. Motion d'ordre, Monsieur le Président. À quel exercice nous livrons-nous? Nous avons un ensemble de règles qui ne sont pas un ensemble de règles complets sur l'arbitrage. On ne sait pas très bien comment cela a commencé. Il y a un seul arbitre, mais on ne sait pas comment il ou elle est désigné. L'orateur qui vient de s'exprimer a fait référence à une autorité de désignation alors que le document n'en parle pas. On ne sait pas
quelles sont les communications qui sont faites, mémoire de la partie requérante, de la partie défenderesse. On nous parle de délai pour terminer la procédure, mais on ne sait pas exactement comment ce délai de 40 jours interagit avec l'arbitrage normal. Nous savons que les honoraires peuvent être réduits pour l'arbitre, mais on ne sait pas comment ces honoraires sont fixés. Donc avant de poursuivre la discussion, nous pensons qu'il serait utile de savoir si ces règles sont un complément à d'autres règles, s'il s'agit d'un complément au règlement de la Silicon Valley en matière d'arbitrage ou bien d'autres règles, ou est-ce que c'est lié à d'autres règlements de la CNUTSI, le règlement d'arbitrage de base de la CNUTSI ou bien le règlement sur l'arbitrage accéléré. Il est difficile de discuter de règles qui pourraient s'appliquer ici et là à une procédure d'arbitrage sans savoir à quoi se rattachent ces propositions de disposition. On ne peut pas s'exprimer si on ne sait pas à quel règlement ces dispositions se rattachent. Je vous remercie. Thank you. Merci. Le secrétariat va vous répondre, mais j'aimerais d'abord donner la parole à Israël. Merci, Monsieur le Président, et merci aux représentants de la Suisse pour avoir soulevé ce point. Alors, une précision. L'idée qui sous-tend ce projet depuis le départ, c'est qu'il ne s'agit pas d'un règlement d'arbitrage séparé. Le but de ce projet n'est pas de remplacer le règlement d'arbitrage de la CNUTSI ni le règlement sur l'arbitrage accéléré. L'idée, c'est de proposer quelque chose de différent parce que les technologies, les différents relatifs aux technologies ont leurs spécificités. Nous l'avons entendu hier dans la bouche des experts. C'est quelque chose dont on parle depuis les 3 dernières années à la lumière des différentes affaires, de nos échanges avec les experts et avec les acteurs du secteur. Je crois que le document du secrétariat présente clairement le fait que ces dispositions seraient des dispositions types qui pourraient être utilisées comme clauses dans le règlement des différends. On pourrait les utiliser dans leur ensemble, mais notre but n'est pas celui-là. Si les parties estiment qu'il peut y avoir un différend lié aux technologies, elles pourraient choisir les dispositions qui leur conviennent pour les intégrer à leur clause. Par exemple, une clause de règlement des différends faisant allusion au règlement d'arbitrage de la CNUTSI ou aux règles institutionnelles, mais également aux dispositions sur la confidentialité qui est proposée ici dans ce projet de document. Ou bien encore, les parties pourraient retenir la disposition sur les délais ou sur les preuves numériques ou bien sur les services de gestion d'instance. Voilà donc quel est le but. Nous savons que c'est une approche qui n'est pas classique pour la CNUTSI. Il est bon que nous sachions tous dans quel esprit nous travaillons. L'idée, ce serait de proposer un éventail de règles dont les parties pourraient se servir au choix. Nous sommes bien sûr ouverts à la discussion, nous sommes ouverts à un changement de format, à une proposition plus traditionnelle si vous préférez, mais nous pensons que cela illustre très bien pourquoi ce projet devrait être débattu par le groupe de travail 2. C'est tout à fait approprié d'entendre ce type de commentaires. Je pense que c'est dans ce groupe que nous pourrions travailler sur un projet qui serait assez semblable à ce que la CNUTSI a fait par le passé
par certains côtés, mais d'un autre côté qui est assez différent afin de répondre aux besoins de souplesse du secteur de la technologie. J'espère que j'ai répondu aux délégués de la Suisse. Nous attendons bien sûr d'entendre ce que le secrétariat a à dire, ainsi que les autres délégations. Merci. Merci beaucoup. Et merci aux représentants de la Suisse d'avoir soulevé cette motion d'ordre. Merci également aux représentants d'Israël qui nous a donné quelques éléments de contexte sur ce projet et pour nous avoir expliqué pourquoi il est abordé dans le cadre de ce colloque. Comme je le disais, nous sommes toujours en format colloque, donc tempête sous un crâne. C'est un projet qui a été présenté à la Commission il y a 2 ans. Il a déjà été abordé dans différentes réunions d'experts. Il a été analysé plus avant en lien avec le projet sur le règlement des différends dans l'économie numérique. Du point de vue de la méthodologie, afin de mieux comprendre les spécificités de ce secteur et réfléchir à la meilleure façon d'y répondre, du point de vue d'un groupe de travail de la CNUTSI, afin que vous puissiez déterminer si c'est un sujet dont nous devrions nous saisir, ou bien si c'est un sujet qui devrait être confié au secteur, à un groupe d'experts, puis ensuite être traité par la CNUTSI une fois qu'il aura mûri et sera plus proche de ce que fait la CNUTSI. Donc, pour préciser les concepts, nous pensons qu'il aurait été utile de nous pencher sur des clauses, des dispositions concrètes, et à partir de là, identifier ce qui est propre à ce type de différend. Le représentant d'Israël a parlé de la spécificité des besoins de ce secteur, des spécificités qui avaient été évoquées dans les discussions précédentes des experts. Donc un besoin de rapidité, d'expertise technique de la part des arbitres ou des tiers neutres qui sont impliqués, les enjeux de confidentialité, la question de la preuve dans le domaine numérique, et la question toujours épineuse de la définition. Pour que nos discussions soient plus concrètes et pour que ce colloque puisse parler du concept lui-même, nous avons pensé qu'il pourrait être utile de vous soumettre ce projet sous forme de dispositions qui sont bien sûr complètement détachées de tout texte existant de la CNUTSI pour l'instant. Une fois que nous aurons déterminé si la CNUTSI doit poursuivre ce travail, nous pourrions discuter de la forme que ces dispositions devraient adopter, soit un ensemble de clauses à inclure dans un contrat lorsqu'il y a un différend relatif à la technologie, ou bien quelque chose qu'il faudrait lier à des textes existants de la CNUTSI, mais nous n'en sommes pas là. D'après les discussions qui se sont tenues jusqu'ici, nous avons le sentiment qu'il est nécessaire d'affiner la conceptualisation. Voilà donc la genèse de cette tentative. Merci Anna. J'aimerais compléter l'intervention d'Anna. Nous n'avons pas abordé la question de la forme de l'instrument dans ce document parce que nous nous sommes penchés sur les spécificités de fond du secteur. Ici, nous réfléchissons à la question de savoir si nous souhaitons des délais plus courts pour la résolution des différends liés aux technologies, s'il faut prévoir des sanctions, comme le prévoit le projet de disposition 9. Bien sûr, les interactions avec le règlement d'arbitrage et le règlement sur l'arbitrage accéléré devraient être examinées une fois que le fond de ces dispositions aura été débattu. Ces dispositions pourraient éventuellement compléter les dispositions types qui existent déjà en matière d'arbitrage. C'est une interaction qu'il faudra bien sûr examiner ultérieurement, mais comme le disait Anna, c'est une séance de réflexion et nous voulions savoir si vous étiez intéressé par cette question d'un délai raccourci et cette idée de sanction pour tout retard dans la sentence arbitrale.
On vient de m'informer que les 2 experts qui devaient s'exprimer sur cette disposition ne sont pas disponibles pour l'instant et ne pourront participer qu'à la séance de cet après-midi. Nous allons donc entendre les autres experts et nous essaierons de donner la parole à ceux qui ne peuvent pas parler maintenant, la possibilité d'intervenir cet après-midi. Sur ce, j'aimerais maintenant donner la parole à la Suisse. Merci beaucoup pour ces explications. Je pense que c'est un exercice très utile, mais si l'on examine les dispositions une par une, la plupart d'entre elles sont de telle nature qu'avec des changements infimes, on pourrait les appliquer de façon générale. Par exemple, la question de la conférence de gestion d'instance. Hormis quelques mots, ce sont des dispositions qui seraient utiles pour toute procédure d'arbitrage. Alors, ne serait-il pas approprié de se poser la question de savoir si ce sont des clauses que l'on pourrait utiliser pour toute procédure d'arbitrage? Hier, nous avons parlé de la question du secrétariat. Le secrétariat doit avoir une expertise technique. L'expertise qui a été évoquée hier pour le secrétariat, c'est-à-dire la capacité à gérer une audience virtuelle, disposer d'une plateforme de travail, ce sont des compétences dont tout secrétariat a besoin aujourd'hui. Une telle clause pourrait être utile dans toute procédure d'arbitrage. Les délais. Je pense que cela pourrait être utile et s'appliquer dans les différents liés aux technologies, par exemple dans les cas d'opérations de fusion et acquisition, comme nous l'avons entendu hier. Mais dans certains cas, les délais devraient sans doute être plus longs. Certaines clauses me paraissent être très utiles et je me demande s'il faut les circonscrire aux différents liés aux technologies. Je me demande si elles ne pourraient pas présenter un intérêt pour l'arbitrage en général. Il y a différents types de différends qui pourraient ou non bénéficier de ces clauses. Merci beaucoup. Merci. Je donne la parole à Singapour. Je remercie le secrétariat de la CNUTI et les experts qui ont élaboré ces projets de disposition pour les règlements des différends liés aux technologies. Nous constatons que la préparation de ce document a été prudemment pesée et je constate que vous avez essayé de prendre en considération les aspects uniques de ce type de différends, notamment dans les cas où il n'est pas possible d'utiliser l'arbitrage accéléré. L'utilisation de l'arbitrage comme méthode de règlement des différends semble de façon générale adaptée au secteur de la technologie pour les différents entreprises. Bien sûr, se pose la question de la définition de ce qui constitue un différend lié aux technologies, étant donné la nature internationale de ces différends et le régime exécutoire qui découle de la Convention de New York. Avec l'évolution rapide de la technologie et les considérations techniques liées à ce type de différend, le fait de prévoir des délais accélérés et une expertise particulière pourrait, entre autres, faciliter un règlement rapide de ces différends. Ceci étant dit, le groupe de travail souhaitera peut-être tenir compte des points suivants. Un règlement des différends plus rapide semble être un point de départ, mais nous nous demandons s'il faudrait se pencher sur la nature technique des enjeux, en particulier pour des technologies émergentes, en pleine évolution et qui ne sont pas encore généralisées. Peut-être faudrait-il plus de temps pour l'examen et le recueil des preuves. Le délai de 5 jours par défaut est prévu par le projet de disposition, mais il pourrait peut-être utile de se demander si ces délais par défaut sont calibrés ou s'il faudrait prévoir un délai un petit peu plus long tout en préservant le caractère rapide de la procédure. Ensuite, même si nous nous félicitons du caractère accéléré de la procédure, nous nous demandons si dans la pratique cela pourrait signifier que les parties se retrouvent avec un processus rapide mais pas aussi approfondi qu'ils l'auraient souhaité.
C'est peut-être particulièrement pertinent lorsque les différends sont nouveaux, complexes ou impliquent des parties qui se trouvent dans différentes juridictions ou de grandes masses de données pour lesquelles du temps est nécessaire afin de procéder à l'examen ou bien encore du temps à prévoir pour se mettre d'accord sur le protocole de confidentialité. Il pourrait être utile de se demander si ces délais sont tenables ou bien s'il faudrait introduire davantage de souplesse en matière de délai. Concernant ce qui a trait à des technologies déjà bien établies, nous pourrions nous demander si la nécessité d'un processus de règlement accéléré des différends plus court que ce qui apparaît dans les documents existants est vraiment nécessaire. Je vous remercie. Thank you. Merci. Y a-t-il d'autres représentants souhaitant prendre la parole quant à la question des délais? We have Gemini de la Corée. Thank you. Merci. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais également remercier les experts de nous avoir donné un tour d'horizon de ces projets de disposition. C'est très utile et permet de planter le décor de nos discussions. Nous comprenons bien qu'il s'agit là d'une séance nous permettant de réfléchir ensemble et également de la souplesse qu'offrent ces projets de disposition pour l'instant. Nous venons d'entendre l'idée de la nature accélérée des délais proposés pour ce type de différends. Nous souhaiterions indiquer que la portée de ces différends liés aux technologies est énoncée au projet de disposition 1. Nous savons que la portée des différends liés aux technologies porte sur un vaste éventail de domaines, de sujets et de situations ayant trait à des technologies nouvelles ou classiques. Donc peut-être que certains différends seront plus faciles à régler, mais d'autres seront très complexes. Plus complexes que les différends habituels. Et si c'est le cas, alors les délais sur lesquels nous nous penchons, dans certains cas, seront tenables, mais dans d'autres, pas. Et donc, c'est un élément à garder à l'esprit lorsqu'on examine cette question dans le cadre de cette séance de réflexion commune. Et il y a également la question des experts. Nous pensons que le processus qui est prévu pourrait prendre beaucoup de temps et nous nous demandons si ces rapports qui doivent être préparés notamment par des experts pourraient l'être faits dans les délais établis de 20, 40, voire 60 jours même. Merci, Israël. Thank you. Merci, Jay. Et merci aux délégations qui ont évoqué cette question. Nous remercions en particulier Singapour, qui a très bien expliqué les raisons pour lesquelles il nous fallait des dispositions particulières ayant trait aux différents liés aux technologies, en raison de l'évolution de la nature évolutive de ce type de différends, car dans certains cas, il s'agit de technologies de pointe et dans d'autres, de technologies déjà bien connues. Et je pense que ce n'est pas le cas dans toutes les procédures d'arbitrage. Pour ce qui est des compagnies de technologie de pointe et d'experts, il nous avait dit que même les 6 mois pour un arbitrage accéléré, ce qui existe pour l'instant, même ou 9 mois, parfois c'est trop long. Et parfois, cela entrave le bon déroulement d'un projet. Et ça, c'est quelque chose d'unique
pour le secteur des technologies. Et donc, nous pensons que ces deux éléments exigent d'autres propositions de délai et pas les dispositions habituelles que l'on a notamment dans le règlement d'arbitrage accéléré ou dans d'autres règlements qui prévoient un délai qui est une sorte de compromis entre un arbitrage et un arbitrage accéléré. Pour ce qui est des propositions qui ont été émises, nous nourrissons des doutes quant aux périodes très courtes qui ont été proposées. Nous pensons que cela pourrait être un peu plus long, à peu près entre 90 et 120 jours. Et ce qui importe, c'est d'avoir une certaine marge de manœuvre, une souplesse. Donc on pourrait avoir une disposition, et je rebondis ici sur l'intervention de Singapour, sur une disposition qui dirait que pour les technologies bien établies, ce serait une période plus longue ou moins longue, et que pour les nouvelles technologies, une période plus longue ou plus courte, selon ce qu'on décide. Et nous pensons que cela mériterait une discussion approfondie au groupe de travail. En tout cas, je n'ai pas à l'esprit d'autres types de délais dans le cadre d'autres procédures, et donc il faudra en discuter. Pour réagir à ce que vous venez de dire, Monsieur le Président, pour ce qui est des sanctions, nous ne sommes pas favorables à leur inclusion ici, mais le groupe de travail pourrait en discuter. Mais pour nous, c'est un exemple qui démontre à nouveau que ici, c'est un domaine différent. Et si l'on revient sur ce qui a été dit hier, notamment par la Suisse, nous ne sommes pas sûrs que la définition est similaire à d'autres domaines, qu'on pourrait l'appliquer partout. Et pour ce qui est de la conférence de gestion d'instance, la proposition, selon nous, ne demande pas au secrétariat seulement d'avoir les compétences techniques pour mener des réunions virtuelles, mais plutôt d'avoir des connaissances techniques dans le domaine des technologies de pointe, et d'associer les experts dès le départ et de recenser les questions techniques dans le cadre de cette conférence. Donc, il y a plusieurs problèmes qui se posent ici, et même si, au bout du compte, la CNUTSI recommanderait le recours aux dispositions dans le cadre des règlements des différents liés aux technologies, cela n'empêcherait pas quelqu'un qui souhaite utiliser ces règles dans d'autres types d'arbitrage de le faire. Mais cela... on recommanderait simplement, donc la CNUSI et l'Assemblée générale, nous l'espérons, de garder à l'esprit ces dispositions en cas de différends liés aux technologies, mais cela n'exclurait pas leur utilisation dans d'autres contextes. Donc, si l'on travaille sur ce projet, nous pensons que ce sera utile aux différends liés aux technologies, mais comme l'a dit, pour rebondir sur ce qu'a dit la Suisse, cela pourrait être utile pour tout type de différends. Mais une fois de plus, en prenant en compte les besoins de l'industrie des technologies de pointe, et la question des délais en est un exemple. Merci. Merci. La Suisse. Merci. Je dois dire que les explications du représentant israélien sont très utiles à mes yeux. Nous avons entendu parler des différents litiges liés aux technologies. Alors, au lieu de décider d'un délai de 20 jours,
Donc, en fait, il n'y a pas de clause sur ces 20 jours. Donc, il ne faudrait pas une clause sur ces délais, mais plutôt dans le cadre des dispositions sur la conférence de gestion d'instance en disant qu'un des sujets qui devraient être abordés lors de cette conférence, ce serait la durée et la période nécessaire pour achever ce règlement des différends et puis mettre comme objectif, par exemple, ces 20 jours. Donc, si une partie veut faire traîner les choses et l'autre veut accélérer les choses, il y a un objectif qui permet à l'arbitre d'exercer une certaine pression sur les parties pour agir très rapidement. Donc, notre délégation ne souhaite pas un délai fixe, mais plutôt de discuter de ces délais lors de la conférence de gestion d'instance et de fixer un objectif de délai très court et qui pourrait être adopté en fonction du type de différend ou des technologies impliquées. Merci. Avant de donner la parole à l'Argentine, à la France et à la Russie qui ont demandé la parole, il y a un commentaire dans la boîte de discussion de Salvador qui appuyait la proposition de Singapour, à savoir est-ce que ces délais plus courts pour les différends liés aux technologies pourraient s'appliquer dans d'autres différents non liés aux technologies. Merci à l'Argentine et puis la France. Sí, muchas gracias por otorgarme el uso. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. J'aimerais poser une question parce que mes observations sont de nature générale. J'aimerais savoir si c'est le bon moment pour vous les présenter ou s'il vaut mieux que je le fasse plus tard. Je crois que c'est le bon moment. Allez-y. Merci beaucoup. Je vais parler du document de travail 224 de façon générale. Dans ce document, on trouve un premier projet de dispositions qui ont pour but de créer un mécanisme spécifique pour le règlement des différends liés aux technologies. D'après le document de travail, il a été préparé par des experts afin de faciliter une étude plus approfondie de la question. Ma délégation aimerait poser une question au secrétariat. Nous aimerions des précisions sur le groupe d'experts qui a élaboré ce projet de disposition. Est-ce que toutes les traditions juridiques étaient représentées dans ce groupe d'experts? Est-ce qu'il y a une bonne représentation géographique et un bon équilibre entre pays développés et pays en développement? Voilà une question que j'adresse au secrétariat. Est-ce que le secrétariat peut me répondre? Thank you. Merci beaucoup à la représentante de l'Argentine pour avoir posé cette question sur la composition d'un groupe d'experts qui viendrait aider le secrétariat dans l'élaboration du document. Nous ne sommes pas encore parvenus à cette étape formelle de travaux préparatoires ou avant de créer un groupe de travail, mais nous n'en sommes qu'à une séance de réflexion collective et dans le cadre de cet exercice, comme nous l'avons dit, le projet n'a pas encore été défini clairement et dès lors, des propositions de dispositions très concrètes pourraient être utiles. Et aux côtés d'experts intéressés,
donc de ceux qui ont des connaissances techniques. Sur la question, nous avons mené des travaux de recherche préalables. Donc ce n'est pas un groupe d'experts auquel fait recours le secrétariat pour un projet dans le cadre d'un groupe de travail. Il ne s'agit pas d'un groupe de travail pour l'instant. Nous en sommes plutôt à une séance de réflexion collective, de remue-ménage, avec des experts sur les questions politiques. Maintenant, nous essayons de préciser les concepts qui seront abordés dans le cadre de ces différentes dispositions sur les différents liés aux technologies, mais nous n'en sommes pas encore au niveau d'une réunion d'un groupe d'experts, puisque bien sûr, dans ce cas-là, les experts qui y siégeront devront représenter les différents systèmes juridiques et les différentes régions. Donc, une fois de plus, il s'agissait là d'une initiative prise par le secrétariat pour vous aider dans vos délibérations. Il ne s'agit en aucun cas de travaux de préparation en vue de la création d'un groupe de travail, car la Commission ne s'est pas encore prononcée sur ce projet ou la création d'un groupe de travail. Merci. Sí, Would you like to respond? Est-ce que l'Argentine souhaite répondre? Oui, merci beaucoup, Madame la secrétaire, pour ces explications. J'ai un autre commentaire. Qui est lié au but de ce projet, c'est-à-dire la création de dispositions spécifiques pour les différents liés aux technologies. Nous ne comprenons pas la nécessité de créer un règlement qui serait spécifiquement applicable aux différents liés aux technologies, car les règlements actuels de la CNUSI, en particulier le règlement sur l'arbitrage accéléré, qui a été récemment adopté, sont plus que suffisants pour régler ce type de différend. Mais bien sûr, vous l'avez précisé, il s'agit ici d'une séance de réflexion et nous sommes ouverts aux différentes positions. Je vous remercie. Thank you. Merci. La France. Merci beaucoup. Je voulais remercier les représentants délégués d'Israël, de Suisse et de Singapour pour leur présentation et ainsi que les présentations des intervenants. Sur la question des délais, me semble-t-il, ces différentes interventions ont permis, j'ai l'impression, de saisir que il n'y avait pas de règles générales et de délais uniques que l'on pouvait imposer pour tous les contentieux. Et j'appuierai à ce moment-là l'idée selon laquelle, puisqu'on ne peut pas fixer un délai ex ante, il faudrait que ce délai soit fixé ex post, et donc il vaut mieux désigner l'entité, l'instance qui pourra fixer ce délai, que ce soit le tribunal arbitral ou éventuellement l'institution arbitrale. Le tribunal arbitral pourrait en être informé au moment du case management, de l'audience de case management. Il faudrait que je trouve l'expression française, mais oui, de gestion de la procédure. Et me semble-t-il, il serait peut-être nécessaire aussi d'imposer, si c'est l'arbitre ou le tribunal arbitral qui fixe ce délai, de lui imposer de motiver le délai pour éviter que l'unique motivation soit que l'emploi du temps d'un tel et d'un tel ne se croise qu'à ce moment-là. Ce qui reste malheureusement une motivation un peu trop répandue, qui ne favorise pas le règlement rapide des différends.
Thank you, Franz. I think that Merci. Je pense que cela renvoie à une autre question. Donc, si l'on fixe des délais, qui les ajustera? Est-ce que ce seront les parties, le tribunal arbitral, l'autorité de désignation ou encore l'instance qui s'occupe de l'arbitrage? Et nous aimerions également entendre des observations à ce sujet. Je donne à présent la parole à la Russie. Merci de nous donner la parole. Bonjour à tous, chers collègues, chers membres du secrétariat, chères délégations. Nous souhaitons nous ranger à l'avis des collègues qui ont dit que les dispositions dans le cadre des technologies portait sur un vaste éventail de types de litiges. Nous pensons qu'il faut faire montre de prudence quand on pense de simplifier les dispositions sur les délais et le nombre d'arbitres. Donc nous souhaiterions définir de façon plus concrète le type de différend dans la disposition 1 en la liant à la disposition 1, 4 sur les délais. Et si les différences sont très complexes, alors les délais prévus dans le document ne seront peut-être pas suffisants pour trancher ou examiner en tout cas ce différend. Enfin, pour ce qui est de l'arbitrage accéléré, c'est important de le prendre en compte également dans le cadre de ces technologies. Merci. thank you. Next on the list is Finland. Merci, la Finlande. Merci. Avant toute chose, je remercie les délégations suisses et israéliennes pour leurs explications très utiles. Je souscris aux intervenants qui ont exprimé leurs doutes quant à ces délais. Si j'ai bien compris, la Suisse a proposé que des délais soient fixés lors de la conférence de gestion d'instance. Ça, ce serait une possibilité. Mais je pense qu'il ne faudrait pas des délais trop stricts dans notre document. Je comprends bien sûr la nécessité d'accélérer les procédures, mais il faut rester réaliste. Je serai concis. Je voudrais reprendre à mon compte ce qu'a dit le représentant de la France. Je souscris à l'ensemble de son intervention. Merci. Merci. Il n'y a pas d'autres demandes de parole. Comme je l'ai déjà dit, il y a deux experts qui ont préparé les projets de disposition qui seront sans doute des nôtres cet après-midi. Mais avant de passer au prochain sujet, je voudrais donner la parole à un de nos experts. Est-ce que vous souhaitez réagir? Non, tout d'abord, le Koweït qui a demandé la parole. Je vous en prie. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les participants à ces discussions. Je souscris à la déclaration faite par le représentant de la France. Il est important de fixer les délais a posteriori et de garantir le respect de ces délais. Nous estimons qu'il faut vraiment fixer ces délais à l'avance pour parvenir à des solutions rapides assez différentes. De plus, nous espérons que les différends liés aux technologies seront réglés de manière rapide. Et il faut également respecter la justice. C'est notre premier objectif.
Et nous estimons que le fait de fixer les délais est une bonne pratique. Mais en même temps, les dispositions sur les délais doivent être flexibles. Ainsi, les parties aux différends ainsi que les arbitres peuvent avoir la possibilité de prolonger ou de réduire ces délais s'il est nécessaire. Ou si, par exemple, il y a d'autres circonstances extraordinaires. Ainsi, il faut prendre en compte ces circonstances qui peuvent émerger. Il faut également avoir la possibilité de prolonger, de modifier ou de réduire ces délais. Et je réaffirme l'importance de la déclaration de la France. Il faut respecter ces délais, bien entendu. Je crois également que nous pouvons mettre dans ces dispositions un nombre de mesures qui peuvent garantir le fait que les parties ne vont pas utiliser la possibilité de prolonger les délais à mauvais escient ou pour échapper au règlement. Merci. Thank you. Merci, la Chine, je vous en prie. Merci, Jay. Je sais qu'on est en train de parler de délai et moi, je voudrais revenir sur l'article 9, étant donné la complexité des différends liés aux technologies. 60 jours maximum, c'est trop strict. Peut-être qu'on pourra prendre en compte ce qu'a dit le Koweït et d'autres intervenants, qu'il faudrait d'avoir une marge de manœuvre et éventuellement un délai un peu plus long. La possibilité de proroger ce délai et les honoraires de l'arbitre pourraient s'en voir également réduits. Les parties pourraient également vouloir faire traîner le processus. Donc, il faudrait peut-être supprimer cet élément. Merci. Président, avez-vous une réponse aux propositions sur les délais? Merci beaucoup. Merci de me donner l'occasion de formuler quelques observations sur les arguments qui ont été avancés sur les délais. Je comprends bien qu'il faut une certaine souplesse. Plusieurs représentants ont évoqué ce point. Et c'est la raison pour laquelle je propose de prévoir un mécanisme qui permettra de décider des délais lorsque le détail de l'affaire sont rendus connus au tribunal arbitral, à l'autorité de désignation autre. On pourrait alors décider de l'institution qui devra trancher cette question-là. Et à cet égard, je voudrais vous renvoyer à la mise en garde qui figure dans le projet de disposition avant. La section de la définition dit que ces dispositions ont pour objectif de stimuler la discussion pendant le colloque et ne prévoit donc pas de mécanisme permettant aux parties d'en accepter expressément l'application, ni ne définissent le rôle de l'autorité de nomination, s'agissant de déterminer si ces dispositions sont appropriées pour le différend en question. Et je pense qu'il est évident que c'est là une question épineuse qui devra être tranchée. Et je suis également favorable à l'idée d'inclure ce sujet à l'ordre du jour de la première conférence de gestion d'instance, sauf si on en discute préalablement, par exemple, par le tribunal arbitral ou s'il s'agit du tribunal arbitral ou de l'autorité de nomination.
Il a été dit qu'il fallait un arbitrage accéléré pour les règlements liés aux technologies, mais qu'il fallait garder une certaine marge de manœuvre en fonction de la complexité, de la nature du litige. Certains se sont également demandé quand il faudrait fixer les délais, si l'autorité de nomination aura un rôle à jouer, si les parties doivent accepter ou ont le choix de ne pas accepter ces dispositions, bien si cela est imposé. Donc il y a différentes questions sur lesquelles il faudra se pencher à l'avenir. Je voudrais à présent passer au prochain point. La nomination des experts et le nombre d'arbitres. Est-ce qu'il y a des demandes de parole concernant les délais? Si ce n'est pas le cas, alors j'invite les experts qui ont préparé les dispositions 2 et 5 de nous expliquer la genèse de ces dispositions. Merci. Distinguished delegates. Mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs les membres du secrétariat, mesdames et messieurs, je vous remercie de nous donner le temps de faire cet exposé sur la disposition 2 et la disposition 5 de ce projet de disposition. Je suis Chris Clements, expert dans les différents liés aux technologies. Je travaille dans le monde entier pour Deloitte. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Krenguta Lewa, qui appartient à un cabinet d'avocats et qui a une grande expérience dans le domaine de l'arbitrage, notamment commercial. Elle s'intéresse au règlement des différends qui nous intéresse aujourd'hui. J'aimerais également remercier Yoshihiro Takwatori, qui malheureusement ne peut pas se joindre à nous aujourd'hui, mais qui a joué un rôle essentiel dans la rédaction de ces dispositions. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous allons diviser cet exposé en deux parties. D'abord, nous allons parler de la disposition 2, nombre d'arbitres. Et c'est Krenguta qui va s'en charger. Puis nous aborderons la partie consacrée à la désignation des experts et des tiers neutres. Puis j'expliquerai comment nous concevons le rôle des experts, quelle doit être leur ligne de conduite et comment il convient d'utiliser les preuves. Je terminerai en vous donnant plus de détails sur le processus de désignation des experts qui peut être utilisé comme alternative à cette procédure. Diapositive suivante. Je donne la parole à Krenguta. Merci. Merci à la CNUTSI qui m'a permis de participer à cet exercice de réflexion. Je suis praticienne et je suis également professeure de droit international comparé et professeur de droit de la communication et des technologies de l'information. D'où mon double point de vue, droit et technologie. Alors, forte de cette double perspective, je dois vous dire que nous avons passé beaucoup de temps à examiner la question du nombre optimal d'arbitres. Il y avait deux possibilités. Un nombre étendu d'arbitres pour permettre que sur 3 arbitres, il y en ait 2, une majorité qui est une dominante technique et que le dernier, le président, peut-être soit celui qui est un passé plutôt juridique. Autre possibilité, un arbitre unique s'appuyant sur des tiers pour traiter des aspects techniques. Voilà donc les deux possibilités. Quels critères avons-nous utilisés? Ceux de l'expérience et de l'efficacité. Nous avons considéré que le défaut, donc à moins que les parties n'en décident autrement, devrait être de nommer un seul arbitre. Les parties
peuvent ensuite fournir à cet arbitre suffisamment d'informations techniques par le biais des experts. Bien sûr, il faut tenir compte de la disponibilité et de l'expertise technique et financière de cet arbitre unique. L'idéal serait que cette personne ait le plus de qualifications professionnelles possible. Vous avez pris connaissance de notre proposition de libellé. Pourquoi est-ce qu'un tribunal d'arbitral nomme-t-il des tiers neutres ou des experts? Nous avons indiqué qu'il pouvait être pertinent de désigner des experts, par exemple lorsqu'il y a des questions particulièrement complexes. Pourquoi may? Eh bien, nous avons utilisé cette réserve parce que nous avons considéré que ce n'était peut-être pas toujours la meilleure solution. C'est au tribunal arbitral d'en décider. Si le tribunal arbitral est suffisamment qualifié pour comprendre les enjeux techniques, ce may permet au tribunal arbitral de ne pas recourir à des experts si ce besoin n'existe pas. Le but, c'est de permettre un règlement rapide des questions qui nécessitent une expertise particulière. Et nous aimerions ajouter une petite note. Cela peut conduire à des problèmes de procédure pour le tribunal. Dans ce cas-là, le tribunal devra traiter des problèmes de procédure ce qui pourrait conduire à une façon différente de conduire la procédure. Les projets de disposition permettent également que des experts rendent des avis sur des points spécifiques. Cela donne au tribunal encore plus d'informations techniques pour rendre son avis. Je crois que pour cette diapositive, je vais rendre la parole à Chris pour qu'il poursuive cet exposé. Merci. Merci, Kren Gouta. Le deuxième paragraphe de cette disposition sur les experts se concentre sur la question de savoir qui pourrait nommer un expert et quelles instructions doivent être prévues en amont. D'abord, nous voulions nous assurer qu'il soit clair que seul le tribunal arbitral pouvait confirmer la nomination d'un expert ou d'une partie neutre, pas les parties. Et ce, de façon délibérée, pour que l'on ne se retrouve pas dans une situation où tout le monde a ses propres experts, y compris le tribunal lui-même. Cela rallongerait les délais dont il a été question dans l'exposé précédent. Il est clair que ce qui est nécessaire pour le tribunal, c'est que les experts dont on a besoin dépendent de l'expérience des parties, des avocats et évidemment de ceux qui composent le tribunal. Les informations à fournir. Il y a bien sûr des enjeux de confidentialité, surtout dans le domaine des technologies. C'est un aspect absolument crucial. Les règles de protection des données doivent également être prises en considération. Il faut également tenir compte des différentes dispositions qui existent dans le monde sur ces sujets. Les délais accordés aux experts doivent être suffisamment serrés, doivent faire l'objet d'un accord entre les parties. Et ça nous ramène à ce qui a été abordé lors de la séance précédente. Il y a une petite erreur qui s'est glissée dans la rédaction du projet de disposition que vous pouvez avoir corrigée ici. Diapositive suivante. C'est un paragraphe qui est très court mais qui est important. Il va sans dire que tout expert nommé par le tribunal doit être indépendant.
C'est parfois difficile pour certains points bien précis dans les règlements différents liés aux technologies. Parfois, il n'y a que 1 ou 2 experts dans le monde, mais il faut vraiment que ces experts donnent la preuve de leur indépendance. Ils ne doivent pas seulement être indépendants, mais donner la preuve de cette indépendance par rapport aux parties pour que la sentence puisse être respectée et comprise. 4e paragraphe. Il porte sur la divulgation. Les experts peuvent demander l'accès à certains documents, mais cela peut rallonger les délais. Notre recommandation est que l'on fournisse aux experts le plus d'informations pertinentes possible, d'informations qui doivent être contrôlées et gérées par le tribunal de telle façon à s'assurer que le processus ne prenne pas de retard. Nous avons conscience du fait que cela entraîne des défis. Qui décide exactement de ce qui est pertinent? Dans mon expérience d'expert, parfois, il est nécessaire de contacter le tribunal ou le juge et demander des informations complémentaires. Suivant. 5e paragraphe. Le rapport de l'expert devrait être recevable dans toute procédure judiciaire ou arbitrale opposant les mêmes parties. Autrement dit, il s'agit d'essayer de contrôler les coûts. S'il y a des affaires qui sont parallèles, il n'est pas forcément nécessaire de faire appel à des experts à plusieurs reprises. Diapositive suivante. Là encore, c'est l'expert qui vous parle. Il est important de se souvenir que les conclusions de l'expert ou du tiers neutre ne sont pas contraignantes. Ces conclusions sont utilisées par le tribunal et à ce moment-là peuvent devenir contraignantes, mais en tant que telles, ces conclusions ne s'imposent pas aux parties. Nous avons le sentiment qu'il est important d'inclure cette précision dans les dispositions. Diapositive suivante. L'expert doit pouvoir exprimer son opinion, doit pouvoir être interrogé par les deux parties. Ses avis doivent pouvoir être mis à l'épreuve par les avocats des deux parties et donc devraient être présents lors des audiences. Les honoraires et les frais, qui devrait les payer? Nous proposons qu'un expert neutre nommé par le tribunal soit payé dans le cadre de la procédure, donc cela sera englobé par les coûts de l'arbitrage. Si un expert est nommé par une partie, ce serait à la partie qui le nomme de le payer. Ensuite, il est possible également d'utiliser une procédure de décision accélérée. C'est un peu différente du fait de faire appel à un expert, car les conclusions sont contraignantes en vertu d'un accord des parties. Cela a bien sûr l'avantage d'être rapide. On peut arriver à une conclusion plus rapidement. Il n'y a pas de possibilité d'appel pour les parties, mais c'est peut-être un point faible parce que les parties ne peuvent pas mettre à l'épreuve les conclusions de l'expert. C'est un peu différent du processus normal d'arbitrage. Mais si on essaye d'arriver à un résultat rapide, quelque chose qui clairement était un enjeu,
Cela permettrait d'accélérer grandement le processus. Diapositive suivante. Nous pensons que les orientations que nous avons fournies concernant la désignation des arbitres et des experts peuvent donner des informations sur où, quand, comment, qui, afin de permettre aux parties d'utiliser ces dispositions de façon efficace et rapide pour parvenir à une sentence arbitrale appropriée. Je vous remercie de votre attention et merci de m'avoir écouté. Merci Chris, merci Kranguta. Comme vous l'avez dit, le projet de disposition 5 précise quand et comment faire intervenir des experts, les relations du tribunal avec ces experts et un certain nombre d'autres sujets, comme le rôle des experts pendant la procédure, les effets des conclusions des experts. J'aimerais maintenant vous donner la parole pour vos commentaires sur le projet de disposition 5. Et également sur ce qu'a dit Kranguta, à savoir qu'il serait préférable qu'il n'y ait qu'un seul arbitre. C'est l'approche qui a été retenue dans le projet de disposition 2. Je vous donne la parole sur d'abord le nombre d'arbitres et la façon de désigner les experts et vos commentaires sur les paragraphes 1 et 2 du projet de disposition 5 pour l'instant. La Suisse. Merci, Monsieur le Président. Nous soutenons tout à fait la proposition qui prévoit par défaut un seul arbitre. On garde la possibilité d'élargir le tribunal si la question est complexe et le requiert. Mais par défaut, je pense qu'un seul arbitre est la bonne solution. Cela permet de garantir la rapidité du processus. S'agissant des experts, dans les différents liés aux technologies, souvent ce sont les parties qui peuvent le mieux expliquer les enjeux technologiques. Parfois, personne d'autre que les parties, ou bien seulement l'une des parties, maîtrise les technologies. Il faut donc réfléchir avec soin à la question de savoir qui sont les experts. Limiter l'expertise à des personnes indépendantes peut être risqué. En particulier pour des technologies nouvelles. Je pense que c'est un point qu'il faut approfondir. Comment utiliser judicieusement l'expertise qui existe au sein des équipes des parties, en tenant compte bien sûr du fait qu'il s'agit de parties, et cela influe sur leurs conclusions, mais sans exclure et se priver de cette expertise. Je pense que c'est une question qui se pose dans d'autres types d'arbitrage également, et c'est particulièrement important pour les technologies. Le libellé de la disposition à l'heure actuelle ne semble pas établir une distinction claire entre les experts désignés par le tribunal et les experts désignés par les parties. J'ai l'impression qu'il existe des chevauchements. Je trouve que le fait que les experts ne soient désignés qu'après que les parties ont présenté leurs arguments a une certaine influence sur la procédure. C'est quelque chose qui est tiré du common law anglo-saxon. Dans mon expérience, cela n'est pas acceptable. Je veux pouvoir présenter mes arguments en m'appuyant sur les experts que j'ai sélectionnés. Et je pense que cela devrait être pris en considération. J'ai entendu que c'est au tribunal de décider si une partie peut ou non recourir à un expert. Alors peut-être que c'est acceptable dans certaines juridictions, mais dans d'autres, ce n'est pas le cas. Dernier point, la question de savoir qui est neutre.
Je connais ce terme de tiers neutre qui vient de la pratique américaine. Parfois, cela désigne le président ou la présidente du tribunal, mais je ne sais pas exactement ce que viennent faire les tiers neutres dans les clauses sur les experts. On pourrait peut-être me l'expliquer. Merci. Merci, la France. Merci beaucoup pour la présentation qui a été faite. Je voulais en partie rejoindre ce qui vient d'être dit par l'honorable délégué suisse sur plusieurs points. Tout d'abord, j'ai le sentiment que, s'agissant du recours aux experts et des modalités de ce recours, cela dépend énormément des traditions juridiques. Dans certains systèmes juridiques, a priori, c'est le juge ou le tribunal qui désigne les experts. Dans d'autres, ce ne sont que les parties. L'un des avantages de l'arbitrage est d'offrir suffisamment de souplesse pour s'adapter aux différentes traditions juridiques. Je ne sais pas s'il serait bon de revenir sur cette souplesse. Par ailleurs, il me semble peut-être qu'en matière technologique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des chapelles et que si le tribunal choisit un expert, parmi les déclarations relatives à l'indépendance de l'expert, il faudrait aussi que cet expert explique s'il fait partie de telle ou telle chapelle, s'il existe d'autres chapelles que la sienne dans cette technologie. Par exemple, en matière de fusion nucléaire, sur la forme que doit avoir la chambre, le tomahawk, qui permet de maintenir le plasma nucléaire en état, eh bien, il y a différentes options possibles. Il y a des croyants que le donuts, et là le beignet, sera une meilleure forme que la sphère, ou voilà. Ce sont des chapelles, ce sont des croyances. Il ne faudrait pas qu'en choisissant un expert qui fait partie d'une chapelle, eh bien, le tribunal prenne des décisions sans être informé de l'existence d'autres chapelles. Et ça, à mon avis, c'est ce qui peut être évité si l'on permet aux parties de venir avec leurs experts. Il y a un point qui n'est pas très clairement abordé dans cette disposition, me semble-t-il, ou alors je suis passé à côté, c'est la question des modalités de communication entre l'expert et le tribunal. Est-ce que le tribunal peut consulter l'expert en dehors des parties, ou est-ce que toute communication entre le tribunal et les experts doit se faire au su des parties? À mon avis, c'est une question qui est extrêmement importante, et je sais que dans d'autres domaines, ce qui me fait penser que cette disposition n'est peut-être pas spécifique au contentieux des nouvelles technologies, notamment en matière de l'arbitrage construction. Il y a des réflexions qui ont cours en ce moment au sein de différentes institutions sur la possibilité pour le tribunal arbitral d'avoir un tiers sachant qu'il peut consulter en dehors des parties. Et donc je me demande si l'expert dont parle cette disposition 5 pourrait être ce tiers sachant ou non. En tout cas, je pense que cette question, cet aspect de l'intervention de l'expert devrait être éclairci dans une future version de cette disposition numéro 5. Thank you for posing those questions. I have the request from Israel. Merci de votre question. Israël, sur la plateforme. Merci Jay. L'interprète signale que la qualité du son est insuffisante et qu'elle est dans l'obligation de suspendre l'interprétation. Was dominant in the consultations we had with experts, both from the tech sector and the legal sector. Arbitrators selected by the parties could have some technological expertise, but
they cannot be expected to have proficiency in every aspect of every technological issue at hand. As a balance between a neutral expert and an expert chosen by the parties, it is possible to have a sort of a mechanism agreed by the parties for the selection of the expert. This could possibly answer the concerns raised by the distinguished delegate of Switzerland. And in the spirit of brainstorming, this is our suggested idea. Thank you. Thank you. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais rendre la parole à nos deux experts qui ont peut-être des commentaires à faire sur les observations que les délégations ont formulées. Je remercie les délégations qui ont fait des commentaires. Il s'agit d'un document de travail. Tout ce que vous avez dit est tout à fait pertinent. Vous avez beaucoup insisté sur la souplesse, la prise en compte de différentes traditions juridiques. C'est tout à fait légitime. Entendre différentes opinions est effectivement important. Mais en tant qu'expert, ce n'est pas facile de concilier les points de vue, par exemple pour le stockage du plasma dans une forme ou dans une autre. L'arbitre essaye de comprendre les deux points de vue. En tout cas, je peux dire que je comprends tout à fait l'argument qui a été présenté. Je comprends également tout à fait ce qui a été dit par la France, qui parle de la nécessité d'orientation sur la conduite des experts, les échanges avec l'arbitre, qui doit être là, comment doivent se dérouler les échanges. C'est certainement quelque chose qu'il faudrait ajouter dans un texte futur. Voilà mes commentaires. Je vous remercie une fois de plus. Kringouta, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui. Un commentaire rapide de ma part. Je remercie les délégations pour leurs interventions, qui sont très utiles. J'aimerais répondre à l'argument du représentant de la Suisse concernant la référence aux experts et aux tiers neutres. C'est le reflet d'une contribution que nous avons considérée importante. Nous suggérons que la contribution des experts soit traitée d'une certaine façon. Donc, soit c'est un expert avec un point de vue non contraignant qui contribue à la compréhension des aspects techniques et du point de vue des parties, ça c'est un expert. Et puis, ensuite, il y a la question de la procédure de décision accélérée ou d'évaluation liminaire. C'est un expert qui rend une conclusion, mais en se comportant comme un tiers neutre. Dans ce cas-là, les conclusions s'imposent aux parties. Cela est semblable à la conclusion des experts dans certains types de procédures, comme par exemple lorsque les ingénieurs rendent des avis. Mais dans ce cas-là, il s'agit d'un tiers neutre qui n'est pas désigné par une partie seulement. Le concept de tiers neutre peut certainement évoluer. On pourrait parler d'expert neutre, par exemple. On pourrait peut-être conjuguer les mots pour rendre la chose plus explicite. En tout cas, ce que nous avons essayé d'indiquer, c'est un rôle différent pour aider le tribunal arbitral à comprendre les enjeux techniques et les trancher. C'est le résultat d'une discussion qui a eu lieu précédemment entre les membres de ce groupe et des personnes qui ont contribué à ce document qui vous est présenté. On se demandait s'il serait envisageable que le tribunal ait une composition séquencée dans le temps, du moment 1 au moment 2. Au moment 1, il y aurait
un certain nombre de points techniques tranchés par certains membres du tribunal arbitral, qui sera alors composé d'arbitres ayant un bagage technique. Et puis ensuite, on passerait dans une deuxième étape aux questions juridiques avec un tribunal arbitral composé de personnes différentes. Nous nous sommes dit que la meilleure façon de composer avec cet édit, c'était de nous appuyer sur des concepts que nous avons déjà, sans tout révolutionner, sans complètement mettre à plat les concepts de l'arbitrage traditionnel. Et nous avons pensé que l'on pouvait intégrer les experts dans la séquence de décision d'arbitrage. Et dans ce document, nous avons décidé de l'appeler tiers neutre. Je comprends bien que la façon dont nous avons formulé les choses n'est peut-être pas suffisamment explicite. Nous sommes prêts à vous fournir des explications supplémentaires. En tout cas, voilà la réflexion sous-jacente à cette proposition. Je vous remercie. Merci, Kringuta. Je crois qu'il y a plusieurs points à préciser concernant les experts désignés par les parties, les tiers neutres. Il faudra revenir là-dessus lorsque nous préparerons une deuxième version. La Suisse a demandé la parole, je vous en prie. Merci pour ces explications de Konguta qui ont été très utiles. Et j'en tire la conclusion que le tiers neutre recouvre en fait la désignation d'un expert. Donc, l'opinion d'un type d'expert est obligatoire pour le tribunal et pour ce qui est de la détermination de l'expert, une personne émet son opinion et le tribunal la prend en compte. Donc, il existe déjà un terme à cet égard. Il ne faut pas le remplacer. Ensuite, dans quelle mesure l'opinion d'un expert désigné par les parties ou l'expert désigné par le tribunal est-il obligatoire pour le tribunal, ou est-ce que c'est le tribunal lui-même qui doit prendre en compte leurs connaissances et les prendre en compte, donc je pense qu'on devrait commencer par le fait que les membres du tribunal, on devrait partir du principe que ces membres du tribunal ont des connaissances suffisantes sur les technologies sur lesquelles porte le différend. Ce ne sont pas des experts en quelque sorte, mais ils devraient pouvoir prendre en compte les connaissances, les informations des experts dans leurs conclusions. Et bien sûr, la France a soulevé la question importante de la communication. Mais nos experts n'ont pas expliqué comment les connaissances des experts concernant les parties seraient prises en compte. Ce ne sont pas seulement des témoins face à des faits, mais connaissent sans doute les questions techniques mieux que d'autres experts. Et donc, ça, c'est également un point qui mérite toute notre attention, en particulier dans le secteur des technologies. Et c'est une des particularités des différents liés aux technologies, à savoir que les parties connaissent souvent mieux les technologies qu'un expert ou un professeur d'université. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je voudrais à présent ouvrir le débat sur l'ensemble des projets de disposition. Donc, on dit que cet tiers neutre doit être indépendant. On parle de la façon de communiquer des informations et des effets juridiques des conclusions des experts. Donc, si vous avez d'autres commentaires sur le projet de disposition 5, je vous en prie. France, you have the floor. La France, je vous en prie. Merci.
Juste peut-être pour revenir sur un point, sur la question de savoir, en fait je trouve cette disposition très intéressante, hein. Je pense qu'elle elle peut, mais comme finalement toutes les dispositions, encore être améliorée, mais que c'est déjà un travail très intéressant. Cela dit, sur la spécificité de cette problématique au contentieux relatif aux technologies, je suis un peu dubitatif de limiter la portée de cette disposition à ce contentieux. Et j'arrive très bien à imaginer en quoi cette même disposition pourrait être très pertinente pour tout ce qui concernerait les experts quantum, c'est-à-dire sur l'évaluation des dommages, ce qui est pour de nombreux arbitres un moment très pénible à passer. Enfin, un moment très pénible à passer. Alors ils se sont formés avec le temps à ces théories économiques qu'on leur présente, hein, et ils deviennent de plus en plus sachants. Mais je pense que cette disposition, par exemple, pourrait être très heureuse pour tout arbitre ou tout tribunal arbitral qui serait confronté à des problèmes d'évaluation du dommage, hein, ce qui me fait penser que cette disposition n'est peut-être pas spécifique aux contentieux relatifs aux technologies. Mais, je finis par là, elle n'en reste pas moins très intéressante. Thank you. We have the request from... Merci. L'Ouganda. Thank you. Merci. Merci beaucoup au secrétariat, aux animateurs et intervenants que nous avons entendus ce matin. Concernant la disposition 5, lorsqu'on essaye de trouver des experts dans un différent lié aux technologies, il importe de trouver un équilibre entre les experts juridiques et les experts qui ont des connaissances en matière de technologie. Parce que si on ne trouve pas cet équilibre délicat, les experts ne peuvent pas toujours aider à régler le différend ou émettre leur opinion de façon indépendante. Merci. Merci. Thank you. I think that was one of... Je pense que c'est une des questions qui avaient été en fait abordées par les experts. Donc, doit-on s'occuper de la nomination des arbitres même? Est-ce qu'ils doivent avoir une expertise? Est-ce qu'il faudrait une liste de candidats, de spécialistes en technologie? Je sais qu'il y a eu des initiatives de certaines organisations d'établir une telle liste, mais nous n'avons pas décidé d'emprunter cette voie car nous n'avons pas de liste d'arbitres. Donc, il est important de prendre en compte l'expertise juridique, d'arbitrage administratif et également l'expertise technique. Et c'est pour cette raison qu'on propose qu'un arbitre soit appuyé par un expert en technologie au projet de disposition 5. Y a-t-il d'autres commentaires sur le projet de disposition 5 ? Ou des remarques finales de la part de Konguta ou Chris? Konguta. Oui, si vous me le permettez, un bref commentaire. En effet, c'est là la principale partie des règlements des différends, c'est-à-dire ces connaissances technologiques qui doivent être partagées entre le tribunal, les parties et la façon dont les parties présentent leurs éléments de preuve. Car comme l'a dit à juste titre la Suisse, on pourrait diviser cela en deux catégories. D'une partie, on a des experts qui peuvent expliquer des questions techniques au tribunal et d'autre part, des témoins ou des parties représentées comme témoins qui pourraient expliquer d'autres questions. Mais les principales caractéristiques de ce type de différend, c'est que
ceux qui devront trancher la question au bout du compte doivent comprendre de quoi ils retournent. Et il ne s'agit pas là de connaissances générales. Et c'est là la différence entre les connaissances techniques et les connaissances sur les technologies de pointe. Ce ne sont pas des connaissances générales. Il faut donc bien comprendre ces questions. Et je pense que dans le cadre du règlement de ces différends, il faut trouver un équilibre entre les différentes parties et cette question n'est pas de moindre importance que les questions juridiques. Dans ce type de différend, la connaissance des technologies de pointe est primordiale. Chris, quelques remarques finales? Merci beaucoup. Merci au secrétariat ainsi qu'aux représentants, et notamment la France est revenue sur diverses dispositions qui ont une grande importance, pas seulement pour les règlements liés aux technologies, mais des règlements de différents plus généraux. C'est tout à fait vrai. Merci d'avoir fait vos commentaires et j'espère que nous pourrons vous fournir une version améliorée de ce projet de disposition. Nous avons reçu d'autres commentaires sur le projet de disposition 5. Des experts vont présenter d'autres dispositions, donc nous ne voulons pas poursuivre la discussion sur ce point-ci, sauf si il y a encore des demandes d'intervention. Et alors, nous lèverons la séance maintenant et nous nous retrouverons à 15 heures. Merci beaucoup pour votre participation à cette discussion. Donc 15 heures, heure de New York. Merci.